pense qu'on va passer la parole à Monsieur Mered. Donc, on reste à peu près dans la même zone. Enfin non, vous allez nous repromener déjà aussi dans l'Arctique, mais enfin, à votre choix. On peut soit rester directement sur l'Antarctique, soit repartir au niveau nord. On voit qu'on est sur ces terres qui nous semblent si loin sont finalement aussi des terres qui sont très sollicitées, enfin, qui sont très très menacé entre guillemets. Oh ben, tout à fait, merci beaucoup. Alors d'abord, merci évidemment de votre invitation. Et puis merci de me donner, alors on avait prévu un petit quart d'heure de clôture, je vais essayer de tenir là-dedans, pour parler de l'Arctique, de l'Antarctique et du subantarctique. Moi dans mon cours, ça prend 24 heures, donc je vais essayer de faire vite. Rapidement, l'idée c'était de vous parler de comment on peut explorer les dernières frontières. Alors ce que vous voyez là en vidéo, évidemment, c'est le fameux raid entre DDU et Concordia, je vais y revenir. La première des choses que j'avais envie de vous dire, c'est que la France est éminemment stratégique, et quand on parle de frontières, c'est éminemment important, parce que la France, c'est quand même la bordure de la Terre plate. Pour tous nos amis plateux, on est ici au CNES, pour tous nos amis plateux, si on prend l'Antarctique comme étant le bord de la planète, évidemment, la France en fait partie. Bon, trêve de bêtises. La réalité, évidemment, c'est que la Terre est ronde, bien sûr, et surtout l'autre réalité qui a été très bien expliquée à l'instant même, c'est que le polaire, en France, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est pas une politique étrangère, c'est une politique intérieure. Et moi, en tant qu'analyste, consultant, appelez ça comme vous voulez, chercheur privé, etc., c'est quelque chose qui est le premier écueil que je rencontre habituellement sur les questions polaires en France. Donc vous voyez, évidemment, on a reparlé ici du Dumont d'Urville, ici de Concordia, là évidemment Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam, et puis de l'autre côté en Arctique. Alors évidemment la France métropolitaine n'est pas en Arctique naturellement, mais en Arctique on a deux territoires qui sont intéressants. Il y a d'une part la base, enfin les deux bases que constituent la WIPEV avec l'Allemagne, donc sur l'archipel norvégien du Svalbard, et évidemment Saint-Pierre et Miquelon sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu. Pour être encore plus précis sur l'idée de politique intérieure, j'ai envie de revenir en 1994 parce que c'est une date qui est assez emblématique pour tout juriste polaire qui se respecte, puisque c'est la date de l'accord de coopération Antarctique-France-Nouvelle-Zélande qui aurait dû, une fois que la piste d'aviation avait été construite à Dumont d'Urville, qui aurait dû permettre à la France de pouvoir faire du ravitaillement pas juste maritime vers l'Antarctique, mais aussi aérien, et de dédoubler en fait sa dépendance stratégique, d'une part avec l'Australie d'un côté, qu'on a toujours, et de l'autre côté avec la Nouvelle-Zélande, malheureusement qu'on n'a donc pas pu faire puisque la piste a été détruite même pas un an après avoir été construite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était le ministre des Dom-Tom, Dominique Perben, qui avait signé cet accord. C'était pas le ministère des Affaires étrangères, et ça c'est éminemment important. L'autre sujet, c'est la loi du 15 avril 2003, que vous connaissez certainement absolument par cœur, qui, de par l'article 711.3 du Code de l'environnement, crée d'une part, en tout cas consacre la territorialisation de terre à délit dans le droit moderne, et de l'autre côté, consacre aussi une forme d'extraterritorialisation du droit français, du Code de l'environnement, à l'ensemble de ses ressortissants sur l'ensemble du territoire antarctique. Et l'ensemble du territoire antarctique, pas juste terrestre, mais aussi maritime. Une autre raison pour laquelle c'est une politique intérieure, c'est que l'Antarctique, ça représente beaucoup de budget. On pourrait penser que l'IPEV, l'Institut polaire français, investit plus en Arctique, donc là où la France n'a pas de territoire direct, qu'en Antarctique. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que 3/4 des activités scientifiques et 93% du budget hors siège de l'IPEV, c'est pour l'Antarctique. Le dernier sujet, avant de rentrer un peu plus dans le détail, c'est qu'on a des évolutions géopolitiques qui font que la France va être la dernière voie de l'Union européenne au pôle. C'est-à-dire que d'un côté, le Groenland, qui est un pays et territoire d'outre-mer, donc qui a le même statut vis-à-vis de l'Union européenne que l'ETAF, est un territoire qui est en train de sortir de plus en plus du giron, en tout cas de la sphère stratégique européenne. De l'autre côté, on a le Brexit, évidemment. Et le Brexit, sa première conséquence, c'est quoi? C'est que tous les petits territoires que vous voyez sur la carte ici avec une croix rouge vont disparaître de la carte de l'Union européenne, quel que soit leur statut, que ce soit des PTOM ou des RUP. Et donc, du coup, le sujet, c'est que après le Brexit, donc mars 2019, le seul territoire de l'Union européenne, le seul parmi les 27 qui va représenter l'Union européenne au sud de l'équateur, c'est la France. Et je vais aller même plus loin, le seul territoire qui va continuer à représenter l'Union européenne en Antarctique, c'est la France. Donc c'est extrêmement important
d'avoir ça à l'esprit. Alors en France, moi malheureusement je suis né à la fin des années 80, donc ce qui fait que d'une part je vais voir les années 2050-2060 et le réchauffement climatique à fond les ballons, ça c'est peut-être une chance pour voir l'avenir, mais le problème c'est que j'ai pas connu moi le moment où en France la question polaire est une question de prestige. Paul-Émile Victor ou Claude Lorius, ces personnalités, bon, Paul-Émile Victor, je ne l'ai pas rencontré, mais Claude Lorius, je l'ai rencontré, et les autres, ils ont fait le polaire depuis les années 20, les années 30, et puis il y en a eu d'autres avant eux, évidemment. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est passé du prestige à l'anecdote. Et là, vous avez deux petites caricatures de 2009, quand Michel Rocard a été nommé ambassadeur, et puis l'été dernier, quand Madame Royal a été nommée ambassadrice. Cette question de l'anecdote, c'est une autre composante, et donc un autre écueil que je rencontre très très régulièrement en France. Et ça, moi, je le déplore évidemment, et je pense qu'on peut tous le déplorer parce que l'importance des enjeux est fondamentale. Donc, ça, c'est pour poser le cadre. 5 minutes, ça va. Rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur les questions stratégiques et sur l'innovation. Le problème qu'on a, l'autre problème, ça fait déjà 2 problèmes dont je parle, donc le troisième, c'est que les acteurs politiques en France, mais pas que, ont tendance à considérer l'Arctique comme un territoire un peu linéaire, c'est-à-dire qu'on prend le cercle polaire arctique, 66 degrés nord, et puis tout ce qui est à l'intérieur, c'est arctique, et tout ce qui est en dehors, ça ne l'est pas. Bon, le problème, c'est que la science, elle, évidemment, et la géopolitique aussi, refuse cette approche linéaire. Et si on va même un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que les États-Unis, dans leur droit national, enfin fédéral, ne considèrent pas le cercle polaire arctique comme une finitude pour ce qui concerne la définition de ce qui est l'Arctique pour eux. Les Canadiens, que vous pouvez voir sur cette carte, non plus. Et puis les Norvégiens, les Russes, les Finlandais, les Suédois, encore moins. Donc du coup, quand on voit des photos de l'Arctique, toujours tout blanc et avec jamais de ville, jamais d'humains, on se dit ça peut ressembler à l'Antarctique et les enjeux sont les mêmes et on peut la protéger de la même manière. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Et cette photo de Tromsø que je vous montre, cette photo de Mourmansk que je vous montre, celle-ci de Nuuk au Groenland ou celle-ci de Utqiagvik au nord de l'Alaska, là j'ai fait exprès de vous montrer des photos qui ne font pas du tout arctiques, quoi. Alors que si je prends une photo d'hiver de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout de suite, même si on est à 46 degrés 77, il n'empêche que ça fait beaucoup plus arctique tout de suite. Et il y a des raisons à ça. C'est que l'Arctique n'est pas linéaire, et je pense qu'on en a déjà parlé aujourd'hui. Les variations de température et les masses d'air font que, ainsi que les masses océaniques, font que les questions de latitude en Amérique du Nord ne donnent pas les mêmes climats que les mêmes latitudes, évidemment, en Europe ou côté asiatique. Vous inquiétez pas pour les photos, il suffit de me demander mes slides et je vous les donne avec grand plaisir. Donc vous savez tous ce que l'Arctique fond, jusque-là pas de sujet. Maintenant j'ai envie de présenter cette carte-là qui vous montre la répartition des glaces en Arctique. C'était l'hiver dernier, et puis on les adaptera pour cette année. Ce que vous voyez, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon est ici, et il y a des glaces. Ce que vous voyez, c'est que Hokkaido, au Japon, est ici, il y a des glaces. Est-ce que vous savez qu'en Chine, ici, en Chine continentale, il y a des ports qui ont été bloqués par les glaces cette année? Je ne penserais pas. Il n'empêche que toutes ces zones-là, qui sont très très éloignées de l'Arctique, quand le NSIDC américain comptabilise la surface de glace dans la zone arctique, il comptabilise tout ça. Ce qui fait rentrer Saint-Pierre-et-Miquelon dans le jeu. De la même manière, il y a eu un rapport du Conseil de l'Arctique, qui est l'organisme diplomatique de référence en Arctique. Ce rapport sur la résilience en Arctique, il y a 2 ans, il prend 2 cas au niveau de Terre-Neuve, ici. Et Terre-Neuve, chacun sait que c'est à 20 km, 25 km de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et à partir de là, est-ce que si on prend en compte Terre-Neuve et qu'on ne prend pas Saint-Pierre-et-Miquelon, moi, la question que je vous pose, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème? Et ça tombe bien parce que les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tout cas certains d'entre eux, se la posent aussi. Donc, en résumé, l'Arctique est un espace stratégique qui est relativement indéfini ou mal défini. Et sur cette carte-là, vous voyez des définitions ou des délimitations de ce qui est arctique et de ce qui ne l'est pas, de différents groupes de travail du Conseil de l'Arctique. Et vous voyez que, même si on est tous au sein du Conseil de l'Arctique, d'un groupe de travail à l'autre, on va avoir une définition différente avec des différences qui peuvent être extrêmement importantes. Donc, en 2 mots, moi, mon job, c'est d'analyser l'économie en Arctique. Quelle économie il y a? Et en Antarctique aussi. Donc, vaste sujet, très peu de sources. Bon, on y arrive quand même. Et cette carte-là que je vous montre, bon, je ne vais pas vous l'expliquer, je suis désolé, en 2 minutes, mais cette carte-là, grosso modo, elle vous explique
d'un point de vue géoéconomique, où commence et où finit l'Arctique. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même des incursions assez intéressantes, très au sud, bien plus au sud qu'on peut l'imaginer. La taille actuelle du marché arctique, pour un petit territoire, j'ai envie de dire, de 20 millions de kilomètres carrés et de 13 millions d'habitants, c'est quand même plus de 600 milliards de dollars annuels. C'est pas rien. Et les besoins estimés en infrastructure pour viabiliser encore plus cette zone-là, pour que tout un chacun puisse l'exploiter autant qu'elle le veut, autant qu'il ou elle le veut, c'est un marché en lui-même de 1 trillion de dollars, donc 1000 milliards de dollars, estimés par un fonds d'investissement américain. Les moteurs sont multiples en Arctique et on ne va pas retrouver les mêmes moteurs en Antarctique, mais ce sont ces moteurs-là qui font qu'aujourd'hui, on peut très difficilement dire qu'on peut protéger l'Arctique de la même manière que l'Antarctique. Je vous passe les questions sur le shipping, on n'a pas trop le temps. Je vais rentrer maintenant sur la France dans tout ça. Je vous ai planté le décor, évidemment. Mais la France, écoutez, la France métropolitaine, dans un premier temps, on a des liens, et des liens maritimes, avec l'Arctique principalement. On a évidemment Dunkerque, qui récupère principalement des énergies. On a Valenciennes, qui récupère principalement du bois. On va avoir la Normandie, avec le transport maritime, des énergies aussi, de la pêche. Et puis, on a notre marine nationale, qui part en Arctique, non pas de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais qui part en Arctique depuis Brest. Donc bon, ça fait quand même un certain nombre d'intérêts. Et la France, en 2016, s'est dotée d'une feuille de route nationale pour l'Arctique, qu'avait coordonné Michel Rocard à l'époque. Et vous avez 7 axes stratégiques, et parmi lesquels la question écologique est dedans. Que ce soit la recherche scientifique, que ce soit les opportunités, la coopération économique, que ce soit la défense et la sécurité, il y a toujours une dimension environnementale derrière. Ensuite, il y a évidemment la protection de l'environnement marin, et puis en ce qui concerne la présence diplomatique, l'influence sur l'UE, et puis essayer de préserver cet équilibre entre intérêts nationaux français et intérêt général, global de l'humanité. Il y a toujours une dimension environnementale ou éco-sociétale dedans. Bon, après, on peut déplorer, parce que c'est un colloque outre-mer, que Saint-Pierre-et-Miquelon ait été complètement oublié. Mais ça, c'était un choix personnel, un parti pris de Michel Rocard. Indépendamment des questions de shipping, indépendamment des potentiels de Saint-Pierre-et-Miquelon en termes d'innovation, et indépendamment de sa localisation intéressante d'un point de vue géostratégique. Maintenant, une fois qu'on a parlé de tout ça, sur l'Antarctique, on n'est pas sur un espace qui est mal défini, on est sur un espace qui est mal connu. C'est toute la différence. Mais il est bien défini. Et nous, en France, on a une façade stratégique qui est ici, mais notre façade stratégique, elle n'est pas propre. Elle s'inscrit en réalité dans la logique stratégique de l'Australie, qui est présent sur toute la partie occidentale et qui, en fait, encercle de sa présence territoriale la revendication territoriale française. Et donc, du coup, on a du mal à ne pas travailler avec les Australiens. Même si on le voulait, on ne pourrait pas. Donc, c'est très bien qu'on leur ait vendu des sous-marins. En Antarctique, nous, nos bases, elles ne sont pas majeures. Voilà. Elles ne sont pas majeures, elles sont là, elles sont importantes, mais ce ne sont pas elles qui font la géopolitique du continent. De la même manière pour Kerguelen, pour les Australes de manière générale, c'est important pour nous, mais ça ne fait pas non plus la géopolitique de l'océan Indien. Ça y contribue de manière mineure, mais ça ne la fait pas. Et même s'il y a eu, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du développement des Kerguelen, et vous l'aviez très bien dit tout à l'heure, diverses tentatives de colonisation et de développement économique, voilà, on en est arrivé à préserver ce territoire, en faire un territoire de science, peut-être un territoire d'innovation dans le futur, au sens de recherche appliquée. En tout cas, pour l'instant, il y a la réserve naturelle qui fait le boulot. En Antarctique principale, donc sur la Terre Adélie, vous avez DDU, dont je vous ai parlé. Si on sort de la zone française, on va jusqu'à Concordia, donc dans la zone australienne, ce sont des bases purement scientifiques. Celle-là aussi, vous avez une station du CNES, du réseau international auquel le CNES participe, sauf que c'est l'Italie qui la gère, ce n'est pas le CNES. Mais donc Concordia est extrêmement importante. Mais ce sont des bases scientifiques. Sauf que ce n'est pas forcément la seule chose qu'on trouve en Antarctique. On trouve aussi des territoires qui se veulent être des territoires de colonisation, en tout cas de présence de populations permanentes avec une poste, une école, des bébés qui y naissent, etc. Donc vous avez surtout évidemment le conflit entre les Chiliens et les Argentins, et ce sont eux qui ont développé ce genre de ville antarctique. Donc Marambio, Esperanza, et puis Villa Las Estrellas, côté chilien, qui sont des territoires tout à fait classiques, au sens d'une ville, une administration, d'une poste, une école, une église, etc. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a en France ? On a beaucoup de territoires,
on a une administration qui est performante, on a un brise-glace, l'Astrolabe, dont on a parlé à l'instant, et en Arctique, on a une marine nationale aussi qui navigue, qui va faire des patrouilles, sauf que le problème de l'Arctique, c'est l'accessibilité à certains territoires. Là, petit coucou à nos amis russes qui font toujours des essais nucléaires bien comme il faut, de manière à ce que les navires français ne puissent pas passer l'été. Et l'autre problème qu'on a, c'est qu'on a des moyens relativement rudimentaires, en réalité, d'un point de vue technologique, par rapport à d'autres marines qui naviguent dans la région. Et ces moyens-là, il faut arriver à les développer. Donc, quels sont nos atouts? On a une présence historique, l'explo, la marine, des positions territoriales claires, une qualité de recherche indéniable, une expertise logistique, une ingénierie et des acteurs privés reconnus, quel que soit le secteur, une connaissance d'homme-milieu, la philatélie, le potentiel touristique, etc., l'innovation. Mais en termes de faiblesse, on n'a pas de stratégie antarctique propre. On a une feuille de route pour l'Arctique, on n'en a pas en Antarctique. On a une image arctique qui est en relativement demi-teinte. On a une feuille de route arctique qui aujourd'hui, depuis le changement d'ambassadeur, n'est plus animée. Et on a des visions et des objectifs qui sont divergents entre ministères, mais ça, ce n'est pas nouveau. Et enfin, on n'a pas de relève stratégique identifiée. Où sont les Jean-Louis Etienne de ma génération? Eh bien, on ne les a pas encore. Et s'ils peuvent être polynésiens, guyanais, Saint-Pierre-et-Miquelonais ou métropolitains, ce serait top. Vous parlez de porte-parole ou vous parlez de quoi, là, quand vous parlez de relève stratégique attendue? De jeunes explorateurs qui vont avoir une image qui va porter auprès du grand public, quelle que soit la chose qu'ils font. Quel que soit le domaine dans lequel ils sont. Est-ce qu'ils sont navigateurs? Est-ce qu'ils sont photographes? Est-ce qu'ils sont artistes? Est-ce qu'ils sont start-upers, etc. Chercheurs, ça n'a aucune importance, mais il faut qu'ils soient visibles pour porter cette recherche. Et il faut porter cette recherche chez nous en France, et il faut la porter à l'international parce qu'il y a le risque de l'absence, comme on l'appelle en géopolitique. Et le risque de l'absence, là vous avez reconnu évidemment le photomontage, hein, ce risque de l'absence en Antarctique, il est très présent. Il est très présent parce que vous avez de nouveaux acteurs qui arrivent, qui investissent énormément. La Chine est passée du 6e contributeur antarctique au 1er contributeur antarctique en l'espace de moins de 10 ans. Et puis il n'y a pas que la Chine évidemment. Quel est l'intérêt de ces nouveaux acteurs? Il y a l'exploration évidemment, mais l'exploration pas juste pour la beauté de l'exploration. C'est l'exploration comme un préalable, évidemment, à l'exploitation des ressources. Que ce soit des ressources minérales au sens classique, ou que ce soit des ressources minérales au sens, par exemple, des icebergs, dont le statut est encore relativement incertain. Pour l'eau potable. Pour l'eau potable, absolument. Et puis aussi les bactéries qui s'y trouvent, qui ont été conservées pendant des années, et qui sont très intéressantes d'un point de vue de la bioprospection. Et il me reste 2 minutes, donc je vais aller vite. Il n'y a pas que ça. Il y a évidemment des intérêts de territorialisation, une maîtrise logistique à développer, le contrôle du climat, le contrôle du nexus climat, air, espace vis-à-vis de l'ensemble de l'espace antarctique, et puis le développement de technologies visant à un avantage stratégique qui peuvent être appliqués à d'autres territoires que les territoires polaires. Donc du coup, pour nous, en France aujourd'hui, et je conclue avec ça, le maître mot pour moi sur les questions polaires, qu'elles soient arctique, subantarctique ou antarctique, c'est il faut revaloriser la valeur exploration. L'exploration, ce n'est pas une activité, pour moi, c'est une valeur, et il faut arriver à lui redonner du sens. Là, sur cette photo, c'est une gravure de l'arrivée de Jules Dumont-d'Urville en janvier 1840 en Antarctique. Et bien aujourd'hui, il faut des Jules Dumont-d'Urville. Il en faut dans les transports innovants. Il en faut dans l'alimentation, il en faut dans la finance verte, dans l'assurance et la réassurance environnementale, un marché colossal. Il en faut dans les données, il en faut, j'en ai parlé, dans la bioprospection et dans les élevages critiques. Il en faut dans la cosmétique, dans la pharmacie, dans la bionafta, donc les bioplastiques. Il en faut dans le nouveau marché qui émerge beaucoup, notamment en Asie, de l'air pur comme une réponse à la pollution, et puis le fameux élevage d'iceberg dont on en a parlé juste avant pour les monétiser. Le tourisme, mais le tourisme le plus propre possible, et ça pour le coup dans les TAF avec Ponant qui va bientôt débarquer dans les Australes, vous le savez. Et puis appréhender la mer, développer de nouveaux usages maritimes, soutenir des projets. Alors on est très heureux que le gouvernement ait accepté de soutenir le projet PolarPod de Jean-Louis Etienne, parce que ça c'est un projet qui va permettre aussi de faire parler de l'Antarctique et de l'océan. Et puis ensuite les télécoms, l'observation, le traitement de données, la géo-intelligence. Et enfin, je vous quitterai avec ça. Donc, il y avait un colloque ce matin en Norvège, à l'équivalent du CNES. Et puis, la première question qui a été posée dans le public, au public plutôt, c'était
Mars est aujourd'hui la seule planète qui n'est habitée que par des robots. Alors, si vous voulez explorer, demandez-vous si vous ne voulez pas être le premier humain sur Mars. Peut-être que ce sera l'un d'entre vous. Et puis, à partir de l'Antarctique, on va même plus loin que Mars. Aujourd'hui, en Antarctique, on est en train de développer les futures applications, les futurs robots, qui pourront aller sur Europe et sur Encelade, chercher la vie réelle, pas la vie passée, mais la vie réelle, actuelle, bactériologique, dans notre système solaire. Donc tout le monde a vu, évidemment, ou je pense beaucoup d'entre vous ont vu le lancement de Falcon Heavy hier à Cap Canaveral. Ce que ça a permis, ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux hier et aujourd'hui, c'est que ça a donné un boost à la notion d'innovation aux États-Unis. Est-ce que nous, on ne peut pas avoir aussi la même chose? Et est-ce que ce n'est pas nos outre-mer, pour le coup, qui peuvent être les territoires par lesquels cette notion d'exploration va redevenir populaire? Et donc ma conclusion, c'est, je vous ai donné un objectif. Alors je sais que Rémi, vous avez l'objectif 2020 pour l'Antarctique. Moi, je vais vous proposer un objectif, celui de 2021, parce qu'en 2021, c'est la France qui accueillera la réunion consultative annuelle du traité sur l'Antarctique. Est-ce que ça sera à Paris? Est-ce que ce sera ailleurs? Je ne sais pas. J'espère que vous serez là. Et puis, la même année, on aura le 25e anniversaire de la création du Conseil de l'Arctique dont la France est observateur. Et la même année, on aura le 30e anniversaire du protocole de Madrid pour lequel Michel Rocard a été absolument déterminant. Avant que vous n'effaciez cette slide, juste un mot sur l'enjeu, parce que ça vous parle, mais là, on a peut-être besoin de savoir de quoi il s'agit. Donc 2020-2021, c'est-à-dire c'est demain. Oui. Quel est l'enjeu de la première, la deuxième et la troisième? Alors, l'enjeu est le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez d'une part le traité sur l'Antarctique et le protocole de Madrid qui font partie du même contingent stratégique antarctique. C'est le même environnement stratégique. L'Arctique, c'est différent, certes, mais c'est lié aussi. C'est-à-dire que plus on arrive à protéger l'Antarctique, plus on arrive à monter la pression sur les différents acteurs publics et privés qui vont en Arctique pour exploiter ces territoires, pour qu'ils augmentent leurs standards d'exploitation, etc., etc. Donc, on a quelque chose d'extrêmement important là-dessus, et parce que c'est la France qui a été pionnière en 1991 pour faire valoir ce protocole de Madrid avec Michel Rocard. Mais donc on est sur un enjeu de protection et de développement, enfin, c'est-à-dire d'usage des conflits, en gros, c'est ça. Absolument. Partout, c'est l'usage des conflits. Absolument, tout à fait. Mais pour ça, il faut former notamment des jeunes, mais aussi des middle managers et des décideurs aux questions polaires et aux questions ultramarines. Et je conclus sur ce dernier slide. C'est la raison pour laquelle, alors je vous fais une annonce un peu en avant-première, mais donc l'école dans laquelle j'enseigne ces cours sur l'Arctique et l'Antarctique fête ses 70 ans cette année. C'est une école qui a été créée par René Cassin en 1948. Et nous allons créer à la rentrée 2018 un nouveau master, un nouveau Bac+5, coopération internationale, outre-mer et environnement, qui va permettre de former des jeunes, en tout cas on l'espère, au management de projets internationaux à partir des outre-mer spécifiquement, pour que les outre-mer puissent, les entrepreneurs et les administrations aussi, puissent s'appuyer sur des jeunes qui sont formés pour faire des outre-mer ces outils de rayonnement dont on parle tout le temps. Voilà, donc c'est le premier master qui va exister dans l'ensemble de l'enseignement supérieur français, spécialisé sur les questions ultramarines d'un point de vue diplomatique, économique, management de projet. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas le coupler avec le sujet environnement. Donc du coup, voilà, on va l'ouvrir à la rentrée 2018 et j'aurai la chance d'y enseigner. Merci beaucoup pour cette intervention.